Nous nous intéressons maintenant à l'équation d'évolution de la fonction θ. Considérons une particule de masse m en mouvement dans un potentiel Vx indépendant du temps. Le Hamiltonien associé à cette particule est donné à ce niveau. Si nous remplaçons donc en représentation x l'opérateur impulsion par sa relation vue au tableau 1, en appliquant le postulat d'évolution, on obtient l'équation suivante. Qui représente l'équation de Schrödinger dépendante du temps. C'est une équation différentielle de premier ordre par rapport au temps, et de second ordre par rapport à l'espace. Dans un système conservatif, c'est-à-dire un système où l'énergie est une constante du mouvement, il est possible d'écrire la fonction d'état sous la forme suivante. Sous cette forme-ci, en la remplaçant dans cette équation, on obtient cette équation-ci, où exponentielle de moins ht sur h bar est un nombre, donc peut être simplifié. Une fois qu'on simplifie donc ça, ces deux expressions, on obtient l'équation de Schrödinger indépendante du temps. Cette équation est encore appelée équation stationnaire ou encore équation aux valeurs propres. Utilisons à présent cette équation pour rechercher les niveaux d'énergie et les fonctions d'état d'un électron dans un potentiel nul en mouvement dans une cavité cubique. Exemple 2.1. Dégénérescence des électrons dans une cavité cubique. On considère un électron de masse m soumis à une énergie potentielle nulle à l'intérieur, d'une cavité cubique de côté L. Les fonctions propres et les valeurs propres de cet électron sont pour Ni égale à Nx, Ny, Nz positif, phi Nx, Ny, Nz égale à cette expression et l'énergie égale à cette expression. Alors, on peut donc compléter le tableau suivant en cherchant l'énergie du premier niveau, l'énergie du second niveau, l'énergie du troisième niveau, tout en tenant compte des différents niveaux de dégénérescence et des fonctions d'état. Alors, pour le premier niveau, Nx, Ny, Nz peuvent prendre les valeurs 0, 0, 0 et on a la première valeur de l'énergie qui représente l'énergie de l'état fondamental et cette énergie-là est une fois dégénérée. En d'autres termes, un non dégénéré. En remplaçant donc dans cette expression Nx, Ny, Nz par 0, 0, 0, on peut avoir la fonction d'état correspondante. On peut donc prendre le second niveau d'énergie où Nx, soit Nx ou Ny ou encore deux de ces indices peuvent prendre les valeurs 0 et l'autre prend la valeur 1. Nous avons le deuxième niveau d'énergie et ce deuxième niveau d'énergie lui est 3 fois dégénéré car nous avons 3 combinaisons dans lesquelles deux indices ont deux valeurs nulles et l'autre indice prend la valeur 1.
Le troisième niveau d'énergie peut être obtenu en remplaçant les deux de ces indices par 0, 0, 0 comme tout à l'heure, et l'autre indice prend la valeur 2. Je vais dire remplacer deux de ces indices par les valeurs 0 et je vais dire 1 de ces indices par la valeur 0 et deux autres par les valeurs 1. C'est aussi un niveau qui est 3 fois dégénéré, car on ne peut qu'avoir 3 possibilités où deux indices prennent la valeur 1 et l'autre prend la valeur 0. En remplaçant ces différents indices dans la fonction d'état total, on peut avoir les 3 fonctions associées à cette valeur de l'énergie, comme le montre ce tableau. Opérateur de translation. On souhaite transcrire les idées développées dans le cadre de la mécanique analytique à la mécanique quantique. On s'intéresse donc à l'effet introduit par une transformation. Dans notre cas, il s'agit d'une translation. En tenant compte de l'expression de P en représentation X, l'opérateur unitaire de translation A suivant OX est donné par la relation 3. On a les propriétés donc suivantes qui en découlent. Le quai de A est obtenu en translatant l'état associé à la position nulle, à la position correspondant à x égale 0. Et l'état x plus A est obtenu en translatant de A la position x. En faisant tendre A vers 0, dans ces expressions-ci, on obtient le commutateur entre x et p qui est égal à IH bar multiplié par la matrice identité. Et de façon générale, le commutateur entre xi et pj est égal à IH bar delta de ij. Utilisons donc cette propriété de translation pour examiner la modification de la fonction de θ. Alors prenons soit psi x et psi k, une fonction d'état et sa transformée de Fourier. On demande de donner une interprétation physique de l'état résultant de la multiplication de psi k par exponentielle de moins i ka, la multiplication de psi x par exponentielle de moins i k 0x. Alors, puisque psi x est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dk psi k exponentielle de ikx, la multiplication de psi k par exponentielle de moins ik donne ceci. Voilà. Alors, on peut donc regrouper les deux-ci pour obtenir cette expression qui n'est rien d'autre que psi de x moins a. Si l'on tient compte de cette définition, nous pouvons donc conclure que la fonction d'état spatial original translate de a, ainsi exponentielle de moins ika apparaît comme l'opérateur de translation spatiale de pas a suivant l'axe des x. Faisons la même chose avec la seconde fonction d'état. En la multipliant donc par exponentielle de moins ikx, de moins i k0x, on obtient
Et en regroupant, on obtient cette expression qui n'est rien d'autre que psi de k plus k0. Dans l'espace des impulsions, la fonction d'état original est accélérée ou boostée de k0 ou de h bar k0. Ainsi donc, ce qu'on peut dire, c'est que le exponentiel de moins k0x apparaît comme l'opérateur d'accélération ou encore opérateur de boost de k0 dans l'espace des impulsions. On parle aussi d'opérateur de boost. Théorème d'Ahrenfest. Pour un quantum dans un potentiel Vx indépendant du temps. Le théorème d'Ahrenfest du nom du physicien Paul Ahrenfest relie la dérivée temporelle de la valeur moyenne d'un opérateur quantique ici noté A au commutateur de cet opérateur avec le hamiltonien. Dans notre cas, le hamiltonien est donné par la somme des opérateurs énergie cinétique et énergie potentielle. Lorsque nous utilisons donc ce théorème pour évaluer la valeur moyenne de la position, la dérivée de la valeur moyenne de la position par rapport au temps, nous trouvons que celle-ci est égale à la valeur moyenne de l'impulsion par rapport divisé par la masse. De la même façon, nous évaluons la dérivée de la valeur moyenne de l'impulsion par rapport au temps, et celle-ci est égale à moins la valeur moyenne de la dérivée par rapport à la variable x du potentiel. En regardant ces deux expressions que nous venons de calculer, on retrouve bien les lois de la mécanique classique en valeur moyenne. Ceci confirme encore le principe de correspondance. On peut donc voir les lois de la mécanique classique comme étant valables en valeur moyenne par rapport à la réalité quantique sous-jacente. C'est la théorie, c'est, comme je le disais tantôt, le théorème de correspondance vu au chapitre 2. Utilisons ce théorème d'Ahrenfest pour évaluer la dérivée de la valeur moyenne de ce produit d'opérateurs par rapport au temps, de manière à revérifier revérifier en fait le principe de correspondance entre deux autres grandeurs de la mécanique classique. Nous prenons ici notre énergie cinétique comme étant égale à P carré sur 2m et Vx égale à alpha x à la puissance n. Alpha est une constante et n est un entier. Et dans un état stationnaire, ce que nous savons, c'est que le commutateur entre x et p et h est égal à 0. Or, réexaminons d'une autre façon ce commutateur, ici, en remplaçant h par son expression. Une fois donc qu'on a remplacé h par son expression, on peut écrire ce commutateur comme une somme de deux commutateurs. Où le premier est celui-ci, on met x en facteur, x en facteur à gauche, et le second c'est celui-ci, on met l'opérateur p en facteur à droite. Alors, en utilisant donc la propriété qui donne le commutateur d'un opérateur et de la puissance d'un autre opérateur, on peut obtenir en fait cette expression pour ce premier commutateur et cette deuxième pour ce deuxième commutateur. En mettant donc IH bar en évidence, on obtient cette relation. On a donc par conséquent l'équivalent du théorème du viriel qui dit que la valeur moyenne de l'énergie cinétique est égale à la valeur moyenne du potentiel.
Lorsque n est égal à 2, nous avons affaire à un potentiel harmonique. On a la valeur moyenne de l'énergie cinétique qui est égale à la valeur moyenne du potentiel. Évolution du paquet d'ondes libre. Un paquet d'ondes est une superposition d'ondes planes. Pour décrire son évolution, nous devons faire appel à l'équation d'évolution et à l'hamiltonien H. Nous allons nous restreindre pour l'instant au cas où l'énergie potentielle est nulle et le hamiltonien se réduit simplement à sa partie énergie cinétique. On parle donc d'un paquet, d'un quantum libre. Et dans ce cas donc, il est clair que H est une fonction de P dont le commutateur entre H et P est égal à 0. En d'autres termes, les états propres de P sont états propres de H. En appliquant donc le théorème d'évolution sur ces états, on obtient cette expression. Il s'ensuit donc que la fonction d'état évolué peut s'écrire de cette façon où la partie dépendante de T peut être obtenue à partir de l'équation d'évolution connaissant la partie dépendante de T à l'instant T égale 0. En introduisant à ce niveau la relation de fermeture en représentation P, on obtient cette expression tout en remplaçant ceci par son expression qui n'est rien d'autre que l'amplitude de transition, la représentation P à la représentation X donnée dans le tableau 1. En regroupant donc ceci, on obtient ce résultat qui montre effectivement que un paquet d'ondes n'est rien d'autre qu'une fonction, une superposition d'ondes planes. Supposons maintenant que notre paquet d'ondes soit la superposition d'un ensemble de quantums préparés indépendamment dans le même état. C'est par exemple le cas d'une source de photons unique dans l'expérience des fentes duo. Ces photons passent soit par l'une ou l'autre des fentes. La position X du quantum du paquet d'ondes dans un état peut être considéré donc comme une variable aléatoire régie par la loi de probabilité. Il est alors commode de considérer des moyennes et des dispersions au sens de la théorie des probabilités. La valeur moyenne de grandeur fx dans l'état psi du quantum est le nombre suivant. Ainsi, la position moyenne et l'impulsion moyenne du quantum sont données par ces expressions. L'écart quadratique permet d'obtenir la dispersion en fonction, en position et en impulsion du quantum donné par ces deux relations. Où la première, c'est la dispersion sur la position et la deuxième, c'est la dispersion sur la quantité de mouvement ou encore l'impulsion. Cette dispersion mesure en fait l'écart qu'il y a entre la valeur moyenne de la position et les autres valeurs. La figure de gauche ici représente l'histogramme des probabilités en fonction des valeurs respectives des positions du quantum. C'est une distribution binomiale qui peut être approximée par une gaussienne. Dans cet histogramme,
La valeur moyenne de la position représente le barycentre de la distribution et delta x représente la dispersion ou encore la largeur à mi-hauteur qui caractérise, comme je disais, la dispersion de la position par rapport à la valeur moyenne. La figure de gauche, la figure de droite, autant pour moi, représente l'allure des densités de probabilité. Norme de psi x au carré et norme de psi p au carré. On constate que si psi p est concentré autour d'une valeur p égale p0, dans notre cas p0 égale 0, la densité de probabilité sur x s'élargit à mi-hauteur. Et ce d'autant plus que la largeur du spectre est grand ou encore augmente. En d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que plus le spectre sur la quantité de mouvement est étroit, plus la largeur à mi-hauteur de la densité de probabilité sur la position est grande. Ceci est donc en accord avec les inégalités de Heisenberg. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, regardons la vidéo suivante. Regardons la signification physique de cette inégalité qui est très intéressante. En effet, cette inégalité implique que plus la distribution de probabilité de CDX concentrée au voisinage d'un quelconque point si le point est égal à 0 pour simplicité, plus la distribution phi de Px sera étalée et vice-versa. Autrement dit, on ne peut pas déterminer de façon arbitrairement précise à la fois la position et l'impulsion de la particule. Il faut préciser ici une chose importante. Quand on parle de précision dans la détermination de la position et de l'impulsion, on n'entend pas la précision d'un instrument de mesure. C'est-à-dire que même si l'instrument de mesure a une précision infinie, nous nous trouvons tout de même face à cette impossibilité de déterminer de façon arbitrairement précise à la fois la position et l'impulsion de la particule. C'est donc une propriété intrinsèque du système. Le cas classique, où nous associons bien à une particule une position et une impulsion bien précises, correspond au cas où le quantum d'action h bar est négligeable, c'est-à-dire quand on peut faire l'approximation des h bar vaut 0. Cette inégalité se généralise sans difficulté pour une particule dans un cas à 3 dimensions. Remarquons au passage que cette inégalité est valable pour les variables conjugées et découle des propriétés de la transformée. On remarque en plus que dans cette inégalité, la seule référence à la physique quantique, c'est d'avoir posé P égale h bar k. En effet, nous allons maintenant démontrer que ces inégalités sont une conséquence directe de la relation de commutation entre l'opérateur position et l'opérateur impulsion. Pour cela, partons d'un quête égale à cette combinaison des observables x' et px' appliquée à un quête possible, où le coefficient lambda est un nombre réel. Ici, l'opérateur x' et l'opérateur position sont... Voilà. Alors, au regard de tout ceci, donc, voici les conclusions que nous pouvons tirer par rapport au mouvement par rapport à l'évolution d'un paquet d'ondes. Le mouvement d'un quantum n'a de sens que si celui-ci est raisonnablement localisé, c'est-à-dire possède une extension spatiale delta x pas trop grande. Ce mouvement ne pouvant être représenté à l'aide d'un seul état stationnaire, il faut un paquet d'ondes qui est une superposition d'ondes planes caractérisée par une suite continue de valeurs P0 prises dans l'intervalle delta P. Delta P étant la dispersion sur l'impulsion.
Pour que l'on puisse parler de la vitesse du mouvement du quantum, il faut que la quantité de mouvement du quantum soit assez bien définie et que la largeur de son spectre, delta P, ne soit pas assez grande non plus. Il faut donc considérer des états pour lesquels on a delta P, delta X, delta P sensiblement égal à 1. Les contributions de l'amplitude phi P à psi xt ne doivent donc provenir que du voisinage de P0. Et les phases doivent aussi être voisines que possible afin que les interférences soient constructives. Pardon. Dans ce cas donc, nous pouvons écrire psi x dt comme étant égal à cette expression que nous avons déjà développée un peu plus haut, dans laquelle on peut réécrire comme suit. Alors, dans cette seconde expression, delta P est la phase de phi P. Et afin que cette phase, qui est Px moins EP plus delta P, varie le moins possible dans le domaine d'intégration qui entoure P0, on exige que sa dérivée par rapport à P, lorsque P est égal à P0, soit égal à 0, c'est-à-dire atteint son minimum à un P égale 0. Et en examinant ceci, nous obtenons donc la relation suivante qui le point où l'amplitude de densité de probabilité du quantum est maximale, c'est-à-dire le point où on a le plus de chances de le trouver, se déplace d'un mouvement uniforme d'équation x égale à moins vt. X d'une équation, d'un mouvement uniforme d'équation, je vais dire x moins v, gt égale à une constante. Ce Vg ici ne reprend rien d'autre que ce qu'on appelle la vitesse de groupe. Le paquet d'ondes se déplace sans déformation dans la direction de x, positif à la vitesse Vg égale donc à la dérivée de l'énergie dépendant par rapport à P, lorsque P est égal à P0, et cette vitesse de groupe est donc égale à P0 sur M. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir au prochain cours qui portera sur l'oscillateur harmonique quantique. Merci.